Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour faire le point sur la situation sociopolitique, pour parler du financement des partis politiques et pour parler, pourquoi pas, de la remobilisation des forces armées d'Haïti, qui reste toujours d'actualité, et d'autres sujets et en rapport avec l'économie, le social. Nous avons en studio avec nous deux représentants de la fusion des sociodémocrates. Il s'agit de la présidente du parti, Edmond Supplice-Bozil. Bonjour. Bonjour Monsieur Alain, bonjour auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Métropole. Et le secrétaire général du parti, Rosemont Pradel. Bonjour Monsieur Pradel. Bonjour Monsieur Alain, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous saluons aussi les téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Donc c'est un plaisir de participer à cette émission. Ça fait bien longtemps. Oui, vous n'êtes pas à votre première participation à l'émission, à la rubrique Le Point. Oui, en fait, je participais dans le temps au moins une fois par mois. Okay. Mais depuis quelque temps, ça passe plus. Ok, eh bien, on reprend les vieilles habitudes. Les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Les vieilles habitudes. Elle peut être vieille aussi. Tout à fait. Et juste avant d'aborder les sujets d'actualité qui nous concernent, Mano Charlemagne, oui, un artiste engagé, il a fait le grand voyage. Il nous a laissé hier, il est décédé à Miami des suites d'un cancer des poumons. Vous avez connu l'artiste, ses chansons? Je crois que aucun Haïtien ne saurait ne pas connaître Charlemagne Peraltement. Charlemagne Peraltement. Parce que quand même, du temps des Duvalier, c'était comme Charlemagne Peraltement. Hein? Oui. Il s'est insurgé contre un système et il est devenu maire. Il n'a jamais abandonné son micro, sa guitare. Donc, bon, j'en profite aussi parce qu'on parle de Mano Charlemagne. Il faut aussi parler de Boulou Valco, que je n'avais pas l'opportunité de pouvoir présenter mes sympathies à ses parents. J'en profite parce qu'en peu de temps, Haïti a perdu deux de ses fils, deux de ses artistes. Donc, aujourd'hui, un jour après sa mort, donc je présente toutes mes sympathies auprès de la famille, des amis de Mano Charlemagne. Et bon, j'espère que les obsèques vont avoir lieu en Haïti. Est-ce que le corps est... Non, on ne sait pas encore. Si le corps a été rapatrié, on ne sait pas. Si le corps est rapatrié, donc j'espère que j'aurai l'opportunité de rencontrer sa famille face à face. Mais déjà, toutes nos sympathies au nom de la fusion. Oui, Monsieur Pradel. Bon, je dis que Mano, c'est quelqu'un qui a marqué son époque. C'est-à-dire, il a marqué son époque, non seulement au niveau de la musique engagée, où il a chanté en quelque sorte, il a défendu en quelque sorte la cause haïtienne, la cause des opprimés, etc. Mais je dis que Mano était aussi quelqu'un de caractère très fort. Moi, je me rappelle, je l'ai admiré quand il est arrivé maire de Port-au-Prince. C'est un bonhomme, on se rappelle que Champ de Mars, la place des héros de l'indépendance, était transformée en un endroit où on fait griller en quelque sorte des poulets. C'était un marché à poulets. Eh bien, quand il est arrivé à la mairie de Port-au-Prince, il a dit que c'est fini. Et là, tout le monde s'attendait à un affrontement terrible. On a dit comment il va faire pour faire partie de tous ces gens. Et un lundi matin, il s'est débarqué avec son équipe et il a tout cassé. Il a tout cassé, il a demandé à tout le monde de laisser alors Champ de Mars. Eh bien, c'était un acte héroïque, extraordinaire, un homme de caractère. C'est dans ce sens que moi je dis que le pays a perdu. Le pays a perdu alors quelque chose parce que c'est quelqu'un qui est vertical et qui a toujours défendu en quelque sorte une position en faveur de la population. Et j'ai entendu alors Soukam ce matin qui parlait de ce monsieur qui a refusé de chanter alors une musique ou bien une chanson. Il envoyait des fleurs à François Duvalier.
il n'a pas voulu, et il ne l'a pas fait. Donc, il a assumé en quelque sorte les conséquences. En ce sens, moi, je dis que c'est un homme de caractère, c'est un homme de valeur qui a marqué en quelque sorte et sa période. Eh bien, il faut dire bon voyage à Mano, et ensuite des sympathies à sa famille, ses amis, ses parents, etc. Nous ne sommes plus en période dictatoriale et de Mont-Supplice-Bozil, mais toujours est-il que la chanson de Mano Charlemagne reste bien vivante. Elle garde encore son parfum en 2017. Oui, je dirais que même si nous ne sommes pas en dictature, en période de dictature, mais Haïti se cherche une voie pour faire asseoir la démocratie. Et élection après élection, depuis le départ des Duvalier, nous n'arrivions pas toujours à quitter cette transition, une transition qui se répète. On a comme l'impression qu'on reprend, et qu'à chaque fois, c'est les mêmes erreurs, les mêmes choses, et nous sommes dans un bras-allemand, dans un éternel recommencement. Un éternel recommencement, et aujourd'hui encore, en 2017, je crois que Mano Charlemagne aurait pu recomposer les mêmes chansons dans les mêmes termes. De la même manière, quand on a pris les écrits, quand on regarde les écrits de Firmin, les écrits de Rosalvo Bobo, 1901, c'est tout ce que ces gens pensaient à cette époque par rapport à nos relations entre Haïtiens, relations avec l'international, relations avec la région, nous comme peuple, ce qu'on devrait faire pour asseoir notre indépendance. Je crois qu'aujourd'hui encore, Haïti est à redéfinir, notre diplomatie est à redéfinir, notre démocratie est à définir. Donc c'est pour cela que je dis que Mano Charlemagne restera éternel. Alors nous n'allons pas dire comme Jésus, laisser les morts ensevelir leurs morts, mais on laisse un petit peu de côté le sujet Mano Charlemagne pour parler politique. D'abord, voyons avec vous, M. Pradel, la santé de la fusion. Ah oui, bien. Fusion se porte bien, moribonde ou fusion est là? Dites-nous en quelque sorte comment va la fusion. Bon, je dois dire que nous sommes en bonne santé. Quand on dit nous sommes en bonne santé à la fusion, ce n'est pas le seul fait que nous sommes en train de reconstruire un petit peu, en quelque sorte, les structures de ce parti. Et je pense que vous aviez entendu des échos d'un ensemble d'environ 8 congrès régionaux qu'on a fait dans les NIP, l'Ouest 1, l'Ouest 2, et ensuite département d'Artibonite, le Nord, et ensuite Plateau Central. On doit en faire 14 à travers le pays. Donc on est en train de reconstruire les coordinations, et je puis dire départementales, communales, sur tout le pays. Ce n'est pas seulement remettre en marche les structures, mais c'est de définir une nouvelle vision. C'est-à-dire, on définit une nouvelle vision, de voir comment renforcer en quelque sorte cette structure politique pour participer sérieusement avec la prétention de prendre le pouvoir à tous les niveaux dans les prochaines élections. Donc, c'est un objectif clair qu'on a défini. Et maintenant, on donne le branle-bas, on commence à mettre en place ce qu'on peut appeler l'instrument qui permettra en quelque sorte d'arriver ou bien de concrétiser en quelque sorte cet objectif. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on arrivera bientôt au Congrès national, disons l'année prochaine, c'est-à-dire au début de l'année prochaine pour arriver au Congrès national, et remettre du sang neuf, c'est-à-dire ajouter du sang neuf au directoire, aux différentes structures du parti, et créer ce que nous cherchons depuis bien longtemps, de transformer ce parti en
et les membres de ce parti, la majorité en petits et moyens entrepreneurs. Parce que nous avons compris que dans un pays aussi pauvre que Haïti, on ne peut pas avoir un parti composé de parasites. Il faut que les membres, qu'on crée en quelque sorte une sorte de dynamique à l'intérieur du parti pour que les membres se mettent ensemble et monter alors de petites, de moyennes entreprises à travers tout le pays, dans les communes, dans les départements et même dans les sections communales. C'est ce qu'on veut faire. Est-ce que ça va culminer vers l'indépendance économique du parti en quelque sorte? Tout à fait. Si tout on à y fait. arrive. Tout à fait. Non, on veut le faire. C'est-à-dire, on va se battre pour le faire, parce qu'on dit, on ne peut pas. Parce que, qu'est-ce qui arrive dans un parti politique en Haïti? Un pays pauvre, les gens qui rentrent dans un parti politique, c'est pour s'assurer plus tard, quand on prend le pouvoir, pour qu'on puisse avoir un poste, avoir un job, avoir un salaire. Il faut casser alors cette place. Il faut casser en quelque sorte cette façon de penser, cette façon de voir en quelque sorte les partis politiques. C'est de transformer alors ces membres, de les rendre plus dynamiques, de les transformer en petits et moyens entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui vont faire de la politique à l'intérieur de la fusion, et quand ils vont choisir, parce que c'est eux qui doivent choisir les candidats après sur tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau CASEC, ASEC, et députés, sénateurs, magistrats. Donc, vous allez choisir au niveau des communes vos candidats, et c'est l'ensemble des entrepreneurs des communes qui vont, en quelque sorte, financer alors cette campagne et travailler à ce que le candidat choisi puisse gagner alors les élections. C'est une nouvelle approche, une nouvelle conception en quelque sorte du parti. Voilà. Pourquoi ce revirement de pensée au sein de la fusion? Je vais y arriver, mais je vais ajouter quelque chose au dire de Rosemont. Vous aviez posé la question, certainement, vous allez arriver à la question du financement des partis politiques, j'en suis sûre. Oui, Maintenant, mais je dois vous dire que un parti politique est une structure qui évolue au sein d'une société. Et en tant que dirigeants, nous pouvons faire de notre mieux pour revoir nos structures, pour renforcer notre outil stratégique pour aller vers le pouvoir. Mais il faut reconnaître que nous évoluons au sein d'une société qui elle-même n'évolue pas, qui elle-même est moribonde. Donc, si la société est moribonde, les structures qui sont dans cette société auraient tendance à devenir moribondes, comme parce que vous aviez posé la question. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts, nous autres, pour ne pas prendre la forme de ce vase. Et c'est ainsi que, comme Rosemont vous l'a expliqué, nous avions déjà organisé au moins 7 congrès régionaux. 8 congrès régionaux. Et il nous reste, sur 14, il nous reste 6 congrès, 6 à réaliser. C'est des congrès par département politique. Nous divisons le plateau central, Bonaïve, et il nous reste à l'ouest en 3, et il nous reste maintenant à diviser le nord en deux régions politiques. En maintes fois, j'entends des gens se parler des partis politiques. Je dis toujours que vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas vraiment. Vous n'avez jamais été membre. Je vois comme un regain, je rencontre des gens qui ont 70 ans, 75 ans, et aujourd'hui qui veulent comprendre ce que c'est qu'un parti politique. Donc vraiment, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est possible, Mme Bozil, de venir assister à une de vos réunions? Mais ils ont 75 ans, ils ont 80, ils ont 70. Donc c'est pour dire que je ne dis pas qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais vous qui avez 30 ans, vous qui avez 20 ans, 18 ans, il est temps que vous fassiez un choix, le choix de venir vous inscrire au sein de partis politiques pour militer pour que nous n'ayons plus ce que nous avons maintenant comme élus. Tant au niveau, à tous les niveaux. Bon, je ne vais pas citer de tout temps, à tous les niveaux. Donc, vous m'aviez demandé, est-ce que vous prenez la question? Alors, et pourquoi ce revirement dans la façon de penser? C'est pas un revirement dans la façon de penser. L'entrepreneuriat dans la politique. L'idée était déjà là. L'idée était toujours là. Je vais vous expliquer par exemple. Dernièrement, j'ai discuté avec la direction sur une initiative que je crois qu'on aurait pu prendre pour faire rentrer de l'argent au sein du parti. En dehors de la machine que le secrétaire général a toujours voulu monter, à savoir, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est difficile puisque vous avez beaucoup de membres
dans nos communes qui ne sont pas au travail et ils ne sont pas des agents économiques actifs. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir cotiser. Parce qu'un parti politique, d'abord, vit de la cotisation de ses membres. Et ensuite, normalement, suivant la loi, du financement de l'État. Voilà. Donc maintenant, nous sommes le seul parti qui a un local. Et au moment d'acheter le local, que n'avions-nous pas fait pour pouvoir trouver un prêt? Il y a tellement d'exigences dans notre système de crédit. Finalement, je me rappelle la dernière tentative auprès d'une banque commerciale. On nous avait demandé que des gens du parti puissent apporter comment on appelle ça? C'est une sorte de collatéral. Collatéral. 5 membres du parti acceptaient de le faire. Mais le conseil, on nous a appelés pour nous dire que notre demande a été rejetée. Donc, que voulions-nous faire? Ce local que nous avons là, nous l'avions acheté, mais nous aurions pu faire un prêt et construire un gros bâtiment pour pouvoir louer des espaces. On a 685 mètres carrés, on aurait pu construire et puis sous-louer à d'autres partis politiques ou à d'autres bureaux. Mais ça nous aurait permis de rentrer de l'argent. Mais on ne veut pas vous prêter de l'argent parce que vous êtes un parti politique. Donc, le revirement dont vous parlez, si ce devait être le cas, ça aurait été pour nous permettre effectivement de construire la démocratie. D'œuvrer pour permettre à Haïti d'avoir une vraie structure qui forme. Une structure qui forme ceux et celles appelés à devenir des élus, appelés à devenir grands commis de l'État. Le maire, le CASEC, le député, le sénateur, le président, des gens, la présidente ou bien la CASEC, etc. Des gens, bon, pas de la CASEC, c'est un membre de la commission. Oui, de la commission. Une femme ou un homme. Ouais, du conseil. Du conseil. Qui aurait pu, oui, conseil, qui aurait pu, qui se forme au sein du parti, mais qui est un démocrate convaincu, parce qu'au sein du parti, il a l'habitude d'écouter les autres, d'être minoritaire ou d'être majoritaire. Donc c'est pour ça que je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent des partis politiques, qui parlent du financement, c'est comme si aujourd'hui c'est une faveur que le président de la République, ça donne l'allure d'une faveur que le président veut faire à des partis politiques. La loi, là, il faut rendre justice à notre parti, qui était membre de la Convention, qui a présidé la Convention et qui, par le biais de Edmond Bozil, a déposé, c'est moi qui ai déposé la loi sur les partis politiques. Vous étiez au Parlement. Oui, oui. Donc, à un certain moment de la durée, on disait que c'était la loi d'Edmond. Donc, je me suis battue pour faire voter cette loi au Sénat. Mais bien entendu, on l'a charcuté. On l'a charcuté, 20 personnes peuvent se mettre ensemble pour construire un parti politique. Et maintenant, est-ce que le fait, la loi, elle est là, dans une main, le financement de partis politiques peut bien aussi conduire à un autre type de corruption. Créer, ou du moins ça peut entraîner aussi la création de partis politiques bidons. On a déjà 100 et quelques, on va avoir 300 parce qu'on trouvera moyen de s'acoquiner et de pouvoir trouver du financement, même si les critères sont déjà et bien fixés par la loi. Par la loi. On va y revenir sur la loi concernant le financement des partis politiques. Mais juste avant, il y a une question cruciale que l'on se pose aujourd'hui, qui est celle-ci. Est-ce qu'il existe en 2017 une classe politique en Haïti? Parce que nous autres, les journalistes, il faut l'avouer, nous avons beaucoup de difficultés à réaliser des reportages, que ce soit des réactions des partis politiques. On se demande toujours qui appeler, parce qu'il y a cet état léthargique dans lequel sont plongés les partis politiques. D'où la question, est-ce qu'il existe encore des partis politiques en Haïti? Est-ce qu'on peut parler de classe politique au sens sociologique du terme classe? Moi, je crois que la réponse est très simple. La réponse est simple parce que le seul fait que cette classe politique existe. Elle existe pourquoi? Qu'est-ce qui dirige ce pays? Pourquoi on organise, avec qui on organise des élections, pour qui on organise des élections, avec qui on organise des campagnes électorales, etc., etc. Cette classe existe. Ce n'est pas parce qu'elle est faible, ce n'est pas parce qu'elle a
et on peut émettre des critiques qui fait qu'elle n'existe pas. C'est comme si aujourd'hui, je prends l'exemple des journalistes, eh bien, on critique les journalistes aussi. On critique les journalistes, on dit que les journalistes ne valent plus rien, etc., etc. Mais les journalistes continuent à exister. Comme l'université en Haïti continue à exister en dépit de leur faiblesse. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme Mme Bozil vient de dire, il faut ce qu'on peut appeler d'abord une participation citoyenne dans cette affaire-là. Vous ne pouvez pas être citoyen, citoyenne dans un pays, vous croisez les bras, vous regardez en quelque sorte la destruction même de ce pays, la destruction, la déchéance de cette société, on reste là, on observe, on regarde. Maintenant, que se passe-t-il aujourd'hui? C'est qu'il y a tellement de faiblesses dans ce pays sur le plan structurel que sur le plan politique, d'abord, ce sont des incapables, des Green 5, entre parenthèses, qui arrivent au pouvoir, à tous les niveaux. Vous regardez ce que nous avons comme députés, comme sénateurs, et même et au niveau de la présidence. Vous n'avez jamais de gens venant d'un parti politique qui arrivent au pouvoir, qui arrivent à être président de la République, au timon des affaires. C'est toujours des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont jamais fait de la politique, qui ont critiqué en quelque sorte la politique, qui ont critiqué les partis politiques et qui deviennent présidents. Donc, à partir de ce moment, il faut admettre que dans ce pays, dans cette société, il y a un désordre marqué et même organisé. Il y a ce qu'on appelle une sorte de l'informel généralisé. Informel, fonctionnement informel sur le plan politique, informel sur le plan économique, informel en tout. Donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'on est en train de se plaindre, de dire, bon, pourquoi, mais c'est un choix que nous avions fait dans ce pays. C'est le choix de fermer les yeux, laisser faire, et puis après, on critique, on dit, bon, non, la classe politique existe, mais il faut se battre, il faut s'affirmer pour que cette classe politique se relève et arrive à proposer en quelque chose des choses de qualité à la population, mais il faut aussi la participation de tout le monde. Parce que la politique dans un pays comme Haïti, dans un pays pauvre, c'est l'élément fondamental de la société. Parce que quand la politique va mal, eh bien, la société, dans toutes ses composantes, va mal. Parce que l'économie va mal, le social va mal, on peut prendre n'importe quel, tout va mal parce que la politique va mal. Alors, vous aurez la chance... Dans le sens sociologique du terme, comme vous l'aviez dit, mais je comprends, heureusement, on regarde les partis politiques comme tels, mais moi je dis toujours que je crois que c'est mal utilisé le fait d'attribuer le mot classe, le concept classe, au secteur politique. Parce que vous aviez bien dit, sociologiquement parlant, est-ce qu'on peut parler de classe politique? Nous avons des partis politiques. Aujourd'hui, je ne vais pas oser dire combien de partis politiques il existe, parce que je ne peux pas prêcher pour ma chapelle. Mais je dis, la fusion travaille au sein des sections communales pour chaque jour voir comment construire. C'est un outil qui est en construction permanente. Mais les autres, beaucoup de groupes, est-ce que ce sont des partis politiques? Je ne sais pas. Ils sont là uniquement, ils prennent naissance lors des élections, on organise les élections, et puis ils ferment leurs portes, à jamais. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de recrutement, ils recrutent des adeptes uniquement au moment des élections. Donc c'est pour cela que, heureusement, les politiques sont là. Mais est-ce que je peux parler de classe? Je ne vois pas la classe. Mais je dirais tout simplement, quand nous voyons un parti politique périclité qui se meurt, ça nous dérange. Ça nous dérange parce qu'on a besoin d'alternance, on n'a pas besoin de dictature, on a besoin de partis politiques forts, capables de prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On a beaucoup de partis, effectivement, qui sont moribonds. On a beaucoup de structures politiques, entre guillemets, qui prennent naissance pour les élections et qui sont déjà... À but électoral, tout simplement. Uniquement à but électoral. Maintenant, le danger que nous avons aujourd'hui, c'est le financement. Oui, ça, c'est le danger. On va en parler après la pause. On va marquer la première pause à cette émission. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point.
de Radio Télé Métropole. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télé Métropole. Nos invités, Edmond Suplis-Bozil et Rosemont Pradel de la fusion. La question était que est-ce qu'on a véritablement une classe politique en Haïti? Et M. Pradel avait parlé de faiblesse des partis. Est-ce qu'il n'y a pas des états de faiblesse qui équivalent à une sorte de mort, par exemple? Je ne saisis pas bien la question. Est-ce que véritablement... Bon, la question est toute simple. Peut-on parler de classe politique en Haïti comme on parle de classe politique dans d'autres pays, par exemple? Est-ce que dans d'autres pays, on parle de classe politique? Bon, moi je crois que c'est des concepts qu'on est en train de construire. C'est-à-dire on peut construire n'importe quel concept. Est-ce une mauvaise chose d'avoir une classe politique? Mais non. C'est pas une mauvaise chose d'avoir une classe politique, mais c'est par rapport au fait que j'ai des groupes de partis politiques, on peut avoir des gens de la gauche qui se mettent ensemble, je regroupe une classe. Des gens de la droite, mais idéologiquement parlant, en Haïti aujourd'hui, combien se réclament de la gauche? Combien se réclament de la droite? Je ne sais pas. Moi, je sais qu'il n'y a que mon parti qui se réclame de la gauche. Donc, c'est la mort de l'idéologie. Donc, ce n'est pas en Haïti seulement. Je dirais que c'est mondial. Je dirais que c'est mondial, mais chez nous, ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi, le combat d'instaurer un pouvoir sur base idéologique. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est pire parce que nous orientons le pouvoir sur base de qui a l'argent, qui a l'argent et qui peut payer les votes. Et c'est là le danger aussi pour notre démocratie, quand j'ai parlé tantôt dans mes propos introductifs, qu'il fallait que la démocratie est en construction chez nous. En Haïti, nous sommes dans une transition qui n'en finit pas, et ceci par rapport à la faiblesse des structures politiques, entre guillemets. En attendant l'approbation ou la décision du président de la République, il y a un comité de suivi qui était chargé donc de réfléchir sur les mécanismes du financement des partis politiques, ce qui a été fait. Selon la décision du comité de suivi dirigé par Mathias Pierre, 58 partis politiques vont se partager plus de 500 millions de gourdes. Vos Moi, je crois que, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette affaire de financement, c'est bien malheureux qu'on est en train de polluer, en quelque sorte, cette démarche. Moi, je dis, j'ai bien mesuré le mot, on est en train de polluer. C'est une pollution. C'est une démarche sérieuse, responsable, je dis, qui a été conçue dans la Constitution de 1987 par les constituants de l'époque. Pourquoi? Nous sommes entrés à partir de 1986, nous avions laissé la dictature pour entrer dans la démocratie. Et les constituants de l'époque ont compris que le pilier de cette démocratie, ce sont les partis politiques. Il a fallu trouver, en quelque sorte, de mécanismes pour traduire dans les faits la démocratie. Les partis politiques, en tant que mécanisme, servirait en quelque sorte à renforcer, à développer la démocratie dans le pays. Mais pour le faire dans un pays aussi pauvre que Haïti, comme on vient de dire tantôt, qu'un parti politique, pour qu'il évolue, il faut qu'il y ait en quelque sorte de l'argent. De l'argent pour faire quoi? Pour les activités. Il y a plusieurs activités. Mais où trouver alors cet argent? Ce sont les membres. Eh bien, à partir de ce moment-là, les constituants de l'époque avaient compris que la structure était trop faible. Eh bien, on a introduit ce qu'on appelle un financement pour les partis politiques qui représentait quoi? 1% des rentrées fiscales de ce pays. Maintenant, il s'est passé que tous les pouvoirs de 86 à nos jours ont boudé cette affaire-là, ont boudé en quelque sorte cette démarche, parce qu'on voudrait continuer avec ce qu'on appelle de l'informel politique. Pourquoi avoir des structures fortes, sérieuses, à faire de la politique? Non. On voudrait que tout soit faible et que ce soit
de petits coquins qui se mettent ensemble et qui prennent le pouvoir. Pour faire quoi? Pour régler leurs propres affaires. Donc, on ne veut pas un fonctionnement, on n'est pas partisan d'un fonctionnement sérieux, régulier, en quelque sorte, de la politique dans ce pays. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui étaient au pouvoir, qui étaient des soi-disant démocrates, qui n'ont jamais réglé ce problème. Maintenant, ce gouvernement, ou bien a décidé d'appliquer en quelque sorte cette loi, on dit, OK, c'est bon, mais c'est la façon de faire. La façon de faire, c'est-à-dire, on donne l'impression que c'est une faveur. C'est très mauvais, parce que même le président de la République n'avait pas besoin de monter alors une commission pour faire ci, etc. Non, parce que c'est réglé par la Constitution et par la loi. C'est tout simplement, on donne l'instruction d'appliquer en quelque sorte la loi. La loi sur les partis politiques et en regard de la Constitution. Eh bien, sur cette base-là, dans la loi dit comment bénéficier, quels sont les partis, comment il faut faire pour bénéficier alors justement, c'est cette question que je vais poser à Mme Bozil. Vous avez dit tout à l'heure que la loi sur le financement des partis politiques a été charcutée. À quel niveau? Au Sénat d'abord et ensuite à la Chambre des députés. Au Sénat, je me suis battue avec certains sénateurs. Je tais les noms parce que c'était quand même un bon débat, mais le fait de nous dire que 20 personnes peuvent se mettre ensemble pour constituer un parti politique, alors que nous autres, nous avions proposé, je crois que c'est 10 ou 5 000. 5 000. Mais c'était 10 000 au départ. On avait réduit la commission avait réduit après avoir rencontré différents partis politiques, parce qu'il y avait des partis qui étaient hors de la Convention, et c'est la Convention qui avait travaillé sur cette proposition. Et on avait proposé, nous autres, 10 000. Donc, et la commission avait réduit à 5, et pour passer à 20. Donc, il y avait aussi des mesures transitoires qui viennent après, à la fin de la proposition, après le vote, que la Chambre des députés a aussi enlevé. Donc, nous, au sein de la fusion, nous avions cru nécessaire de mettre en place une commission, et cette commission doit produire un rapport pour nous dire comment revoir la proposition qui a été déposée en fonction de la réalité d'aujourd'hui, et aussi celle qui est publiée. Et comment reproduire, retravailler une nouvelle proposition et voir comment la déposer au Parlement. Donc, pour nous, c'est indispensable. Il faut qu'on revoie cette loi sur les partis politiques. Il faut un amendement inévitablement. Les critères sont définis par la loi. Si la fusion a 0 député, la fusion n'aura pas de financement. Pendant qu'on y est, est-ce que la fusion bénéficiera de financement? Normalement, oui, par rapport au nombre d'élus, nombre de CASEC, ils ont contrôlé CASEC et députés. Par rapport au nombre d'élus, la fusion, si vous n'avez pas d'élus, qu'on respecte les règles du jeu, parce qu'il y a tellement de choses qui nous parviennent de cette commission mise en place par l'exécutif. Non, mais est-ce que ce comité a péché quelque part? Est-ce qu'on, comme Ousmane Pradel l'a dit, est-ce qu'on devrait avoir une... Quand on veut appliquer la loi, imaginez-vous que vous devriez payer à la DGI. Est-ce qu'on doit mettre une commission pour que cette commission... On n'a pas besoin de commission pour faire ça. Vous rencontre, vous mettez ensemble les directeurs de médias pour voir comment ils peuvent payer leur dû? Non. C'est une loi qui... vous allez appliquer la loi, elle est une pour tous, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est pour le moment, même si elle mérite d'être vue. Mais appliquez la loi. Pourquoi en faire? C'est comme un deal. Pour moi, c'est comme faire un deal si je vais coopter celui-là, celle-là, parce que je suis le papa bon cœur qui accepte. C'est vrai. C'est vrai, comme Ousmane l'a mentionné. Nous avions, en tant que parti politique, une fois la loi promulguée, écrit à tous les ministres des Finances. Nous avions même fait des propositions de calcul pour permettre à l'État de financer les partis politiques éligibles. On n'a jamais eu de réponse de quiconque sous le président Martelly. Aucune réponse. Alors, qu'entendez-vous par parti politique éligible dans ce contexte de l'application de cette loi? Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux critères définis, il y a des critères qui sont définis. Les critères sont définis dans la loi. Dans la loi. Mais il y a une proposition qui est venue en ce sens,
que pas les grands partis, mais sur la base d'ancienneté du parti, un parti aurait pu bénéficier de financement. Donc là, vous savez, moi je dis qu'en politique... Comme RDNP par exemple, qui n'a pas d'élu au Parlement, vous savez qu'en politique, à chaque fois que vous voulez contourner la loi, aucune institution ne peut à elle seule prendre cette responsabilité sans... C'est pour ça que nous avions toujours clamé au effort qu'il faut un dialogue politique. Et ceci, tant pour l'harmonisation des mandats, parce que là, on ne l'a pas mentionné, l'harmonisation des mandats des élus, pour la mise en place du CEP, la mise en place de l'armée, tous ces sujets sont d'ordre politique et nécessitent un dialogue politique. Et c'est pour ça que je dis qu'un président politique, si on avait un président politique, il aurait pu comprendre la nécessité de dire, là, il y a matière à discussion, j'ai une porte d'entrée, prenons l'harmonisation des mandats, les élections qui auraient dû se tenir en ce mois d'octobre, comme porte d'entrée pour inviter les partis politiques à s'asseoir avec moi. Il a le droit, il est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il aurait pu le faire. Donc ceci pour dire que on ne peut pas, ni le président, ni le Parlement, personne n'est capable de contourner la loi sans un réel dialogue. Pas comme le président voulait le faire, il a invité les partis politiques et dans cette lettre, dans sa deuxième lettre, clairement mentionné qu'il est préoccupé par la question d'institutionnalisation de l'espace politique. La fusion a dit bravo. Si c'est un dialogue autour de l'institutionnalisation, parce qu'il faut moraliser l'espace politique, il faut institutionnaliser l'espace politique. Donc là, on a dit bravo, on ira. Et la fusion avait délégué ses représentants pour participer à la rencontre, alors qu'il n'en était rien. On n'en a même pas mentionné. On a uniquement mis le focus sur le financement des partis politiques. Je vais faire une remarque pour vous. Oui. Comme on a présenté alors ce document aujourd'hui, tous les partis, il faut financer, je ne peux pas dire financer, mais il faut faire un geste. Faire un geste, c'est-à-dire, alors, même si la pensée a été évoquée par des représentants de partis ou... Même si le parti n'est pas qualifié pour ça, eh bien, il faut faire un geste avec le parti. Mais vous savez ce que ça va faire? Mais de qui venait l'idée de faire un geste? Je ne sais pas, mais c'est dans le document. C'est pas dans le travail qu'a fait la commission. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous ouvrez une porte pour multiplier, en quelque sorte, les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais on constate une réduction. Parce que, oui, une réduction en ce sens que... Mais il y a des partis, lors des élections, qui sont inscrits non, dans la lors liste des élections, il y avait, autant que je me rappelle, 107 partis politiques inscrits. Lors des élections. Maintenant, nous sommes à 58 qui vont bénéficier de financement. Allons voir... Là, il y a quelque part une réduction due au fait de l'application de cette loi. Non, attendons les conséquences. La loi, c'est maintenant qu'on va l'appliquer. Alors, les gens qui vont voir que j'ai eu une formation, un type qui a monté une formation avec 20 personnes dans 2 heures de temps, eh bien, il a un financement. Petit soit-il. Eh bien, ça va inciter, en quelque sorte, les gens à monter des partis politiques, rien que pour faire de l'argent. Bidon. C'est-à-dire, il sait que rien qu'en ayant un sigle de parti politique, il va avoir 100 000 gouttes, 200 000 gouttes par mois de financement. Eh bien, vous ne faites que ouvrir, en quelque sorte, une vanne qui va permettre, qui va faciliter ou bien encourager la formation, la mise sur pied de partis politiques bidons, de soi-disant partis politiques. Ça ne fait qu'augmenter alors le désordre. Une question pour vous, Mme Bozil. Dans les mesures transitoires votées au Sénat, il était question qu'on remonte aux élections de 2006. Les partis politiques ayant participé aux élections de 2006 vont pouvoir bénéficier du financement en fonction de ce qu'ils représentaient au Parlement. Et je crois que ça aurait été une façon de faire justice à beaucoup de partis politiques. Mais je ne sais pas à quel moment de la durée on l'a retiré. Est-ce que c'est parce qu'en Haïti, même si c'est voté par le Parlement, au moment du vote, parce que vous vous rappelez... Il y a toujours des erreurs matérielles. Il y a des erreurs matérielles et puis... Voulues. Oui. Donc ceci, pourquoi je fais mention de cela, et Alain, c'est par rapport au fait que aujourd'hui, c'est comme une faveur
ça peut être aussi du prosélytisme. Donc, je ne veux pas avoir d'opposition. Prosélytisme. Oui. C'est trop fort. Ah, c'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'amis, j'ai une majorité, je peux faire créer des petits groupuscules, et puis maintenant, la corruption aidant, payer à ces groupes-là. Maintenant, pour les partis, vous parlez de partis anciens. Oui. Non, est-ce qu'on n'aurait pas dû financer les partis sur la base d'ancienneté? Moi, je ne veux pas rentrer sous la base d'ancienneté. Le seul dilemme, je vais vous expliquer. Quand on a regardé les dernières élections, les élections de 2015, il y a des partis qui ont beaucoup d'élus, des partis et des regroupements de partis, des plateformes constituées 2 mois ou bien 2 jours avant les élections, qui ont beaucoup d'élus, et nous savons comment les élections se sont tenues en 2015. En août 2015, nous avions appelé au boycott des élections en 2015, vous vous rappeliez? Donc, tout ceci pour dire que, à la faveur d'élections frauduleuses, j'ai des groupes au Parlement qui sont majoritaires. Et de ce fait, le parti va bénéficier du financement qui dépasse de 1000 coudées le financement de la fusion, parce que la fusion n'a pas magouillé, n'avait pas d'argent pour payer, pour qu'on puisse voter, pour avoir des élus, pour que les zombies puissent voter pour la fusion. Donc voilà, c'est pour moi, l'analyse que je suis en train de faire là, elle est d'ordre moral. D'ordre moral pour voir que des groupuscules, des groupuscules qui ne sont pas des partis vraiment, et qui vont bénéficier du financement. Aujourd'hui, quel costume porte la fusion? Costume d'opposant, de modéré ou... Nous sommes opposants. Okay. Nous sommes dans l'opposition. C'est pour ça que... Mais en Haïti, politiquement, être dans l'opposition, c'est être dans les rues. On n'a jamais vu la fusion dans les rues. Mais il faut changer l'ordre. Non, historiquement, je fais appel à l'histoire. Si on veut raisonner, il ne faut pas lancer, je puis dire, qu'il faut tenir un discours erroné. L'opposition, c'est une manifestation de désaccord. Un désaccord n'est pas forcément un désaccord violent. On peut avoir de désaccord en termes d'approche de gouvernabilité, en termes d'approche de gouvernance, en termes d'approche idéologique, et ainsi de suite. Maintenant, ça ne veut pas dire, parce que pour nous autres, dès qu'on est opposant, on n'est pas d'accord, il faut se battre. Il faut se battre à coups de machette, à coups de pierre, à coups de bâton. C'est pas ça. Nous sommes dans un discours ou dans un comportement, c'est une sorte de dialectique. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre politique. Je vous dis pourquoi je ne suis pas d'accord avec votre politique. Vous voulez sortir alors un budget. Je dis, ce budget, je ne suis pas d'accord avec ce budget. Voici en quelque sorte les positions et les éléments, mes éléments de désaccord. Par exemple, le budget, je prends le budget. Quand on analyse, nous autres, au niveau de la fusion, on a analysé le budget. Un tas de points. Mais il y a un point fondamental. Quand on a vu 17,56% de ce budget est consacré aux interventions, aux infrastructures publiques, ça fait 29 milliards de gouttes qui sont disponibles pour les gens du pouvoir à dépenser n'importe quelle façon. Mais est-ce que vous avez pris le soin de préparer un contre-budget, par exemple? Oui, on l'a fait. On l'a fait au sein du parti. On a eu 2 journées avec Esther Farel qui était venu et faire de la formation pour nous et nous présenter le budget. Et on a fait venir des CASEC de la fusion des maires. On a eu, pendant ces 2 jours, à la fin de la 2e journée, on a fait des propositions de redistribution du budget. Un dernier point, on va l'aborder brièvement, la remobilisation de l'armée. Avec quels yeux vous voyez, vous constatez ce pas historique? Bon, premièrement, on dit qu'on ne va pas faire une... Ce pas. Ce pas, hein? Ah bon? C'est comme l'impression que vous avez dit, ce pas. Non, ce pas historique. Et la première chose, c'est qu'on dit remobilisation, ou bien remobiliser, ou bien remettre l'armée sur pied, etc. Il n'y a pas de discussion. C'est traduit, c'est dit dans la Constitution. La force une force armée, bon, c'est dans la Constitution. Bon, on ne fait pas de discussion si oui, il faut pas. On ne fait pas cette discussion. Maintenant, la discussion pour nous au niveau de la fusion, c'est quelle armée pour quel objectif. Ça, c'est une première chose.
Deuxièmement, comment le faire? Comment le faire? Pour nous, l'armée a une histoire dans ce pays. Et l'armée a une histoire positive et une histoire négative. Positive parce que l'armée était à la base de l'indépendance haïtienne, etc., etc. Une histoire négative, tout. L'armée, à un moment donné, a été complètement politisée et on l'appelait l'armée Krazo. Maintenant, on ne peut pas remobiliser, remettre l'armée sur pied comme ça, en catimini, sans qu'il y ait un débat national. Donc il a fallu alors un débat national pour que la population, dans toutes ses composantes, puisse intérioriser cette idée-là. Que la population voit en cette armée comme un instrument qui va défendre leur intérêt. Aujourd'hui, cette armée qu'on vient de monter, soi-disant, entre guillemets, c'est une armée, on peut dire, du pouvoir exécutif qui a décidé, on met une armée sur pied, on met l'armée sur pied. Maintenant, c'est une armée, il faut le dire, qui est montée, on ne connaît pas la philosophie, on ne connaît pas, même l'état-major. Même l'état-major, c'est un dernier moment qu'on a monté une sorte d'état-major et provisoire, la va-vite, etc. On comprend bien que ce n'était pas pensé. Alors que remettre l'armée sur pied, ça aurait dû être un acte beaucoup plus profond, c'est-à-dire une décision beaucoup plus profonde, rechercher en quelque sorte les défauts qu'il y avait dans l'armée précédente et corriger alors tout ça et permettre à la population d'apprécier et je puis dire, d'embrasser en quelque sorte cette armée. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a vu. On a l'impression, je dis l'impression, que c'est une armée qu'on est en train de construire pour un petit objectif personnel bien défini. Je ne veux pas dire bien défini, mais plutôt caché. Okay. Tu vois, caché. Une vraie dernière question sur laquelle j'aimerais entendre Mme Bozil. Dis-moi, depuis que le président Jovenel Moïse est au pouvoir, comment vous analysez ses actions? Un petit bilan. Vous dressez déjà un petit bilan? On a dressé le bilan et je crois que vous avez eu copie de notre note de presse, les 100 jours du président Jovenel. Et je crois aussi avoir pris la parole dans une de vos émissions, avoir participé à une de vos émissions à distance. Et je dirais tout simplement que le président Jovenel Moïse est élu, et vous aviez les chiffres sûrement qui circulent sur le net. Haïti est le pays avec le plus faible taux de participation au niveau électoral. Nous sommes pour tout le monde, tant régional que mondial, à 18%. Minimum, c'est 40% pour le pays, pour les autres pays, et d'autres à 70-80%. Et Haïti est à 18% de taux de participation. Donc, ceci démontre que Haïtiens pas aller voter. Haïtiens pas aller voter et quitté pour l'autre monde voter. Tout on a parlé là, n'a pas eu de politique là, kembe tout l'autre bagaille en état. Il kembe en état parce que aujourd'hui, nous prenons finir l'émission là, nous pas parler de problèmes économiques parce qu'au moins pour me parler de président Jovenel, et ça fait que moi chaviré pour me dire, je suis content pour me parler de problèmes insécurité qui est dans le pays là aujourd'hui. Je suis content pour me parler de problèmes grand goût, pas de l'argent dans la poche mon dans la rue aujourd'hui là. Donc ou pas aucun rien qu'a fait, c'est que le président Jovenel Moïse faut être non l'ornier pour l'aller et non caravane. Moi même si on m'a demandé président moi m'aider, je suis ton côté pour comprendre pour parler avec monde. Chita pour joindre monde pour parler, pour garder côté ou mener bac pays. Nous pour arriver en 2018, ou fait tout bout dans début mandat là, ou marcher pas ci pas là et puis pas aucun résultat. En pile l'argent décaissé, pas gain résultat. Faut que monde qui dit président, si ou pas gain personne qui dit lui, moi dit aujourd'hui, ou pédé marché, pas gagner résultat nous pas well parce que on prend premier dossier qu'on est capable de prendre pour dossier contre corruption. Le gain corruption, il y a incidence sur tout secteur. La corruption gangrène tout. Je dis un dossier corruption, ou gain l'impression, il y a une machine qui monte pour tout pour que faire pas qu'une suite. Nous pas pour nous parler de ça, je dis en tout. Puisque parler de économie pays, ou imaginons que vous gagnez plus de 3 milliards de dollars. En tout cas, l'argent pétro-caribé à presque 4 milliards de dollars qui injecté pendant 10 ans dans l'économie pays. Nous. À regarder dans la Banque centrale, il faut demander, il faut regarder les courbes au niveau de la BRH. Regarder quels sont les impacts. Est-ce que pendant les 10 ans,
tout l'argent Petro-Caribéen permet que nous fassions une croissance même de 1 ou 2%. Qui ça ne gagne? Rien. Donc, ceci pour dire quoi? Pour dire que Jovenel Moïse, m'entendez le dire que c'est lui-même qui gagne et recette pour que les gourmets contre corruption, lui-même seulement. Maintenant, président Jovenel Moïse, pas juge. Il y a un rapport qui sortit, mais tout le monde a cherché imperfection. Imperfection. Qui est imperfection à chercher? Alors que les faits, ils sont là. L'argent est prêté, décaissé, contrapassé, et puis il y a des firmes. Il y a des firmes qui prennent l'argent. Moi, je dis, il faut aujourd'hui, président Jovenel Moïse, si mon seul bagage m'a dit, je ne peux pas m'analyser, parce que mesure l'armée, c'est une mesure que le prend, qui mal prend, moi, je vais dire, fusion croix, et n'a toujours dit, dans un accord politique. Pendant longtemps, un pacte de gouvernabilité. C'est pas parce que je me fâche avant. En Haïti, c'est ça qui fait que moi, je crois que je vais pour nous dire. Si moi, en opposition avec vous, il faut que moi pas dire bonjour. Et c'est ça que je crois qu'il faut faire effort sur ça. Maintenant, il faut discuter. Moi, en opposition avec Jovenel Moïse, mais il faut parler avec lui là. Je ne sais pas que je parle avec lui, mais je pense que le tandem, là, me dit pas avec là. Nous ne pouvons pas croiser Jovenel Moïse qui parle à la partie politique, non, une démarche réelle. Pas une démarche pour coopter les gens, je ne fais pas parler dans les partis politiques. Non, une vraie démarche de débat. Un débat vraiment patriotique. Haïti a besoin que nous mettions l'ordre, mes amis. Nous avons besoin que nous moralisions l'espace politique. Là. Question corruption, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas voyer, jeter d'un revers de main. Moi, je pense que c'est tout leader d'opinion qui ne peut pas jamais jeter rapport ça, pour nous toujours parler de lui, pour nous dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Permettez-moi de dire un seul bagage soit fait Petro-Caribéen. Moi, je pense que le rapport sur Petro-Caribéen, il y a toute qualité, non, il y a critiqué, etc. Moi, je me dis, si le président, vraiment, lui, non, met tête, et la porte contre la corruption, ils l'ont mis tête, il a combattu la corruption. Qu'elle monte une commission spéciale, journée aujourd'hui là, avec 3 pouvoirs là-dedans, gagner dans la société civile là, des gens qui ont les partis politiques aussi. Les partis politiques, et droits de l'homme, les organisations de droits de l'homme font commission pareil, une commission exceptionnelle, indépendante, qui prend éléments ça, analyse et puis qu'on y a là, qu'elle mettait en branle, en quelque sorte, une démarche qui peut permettre ou aboutir à quelque chose, que lui montrer effectivement, lui passer de la parole aux actes. Voilà. Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, merci d'avoir été avec nous. Edmond Suplis-Bozil, merci. Merci Métropole. Vraiment, je regrette que grand pilote dossier ne va pas parler. Oui. Parce que la mise en place du CCEP... Le temps, c'est notre ennemi. Oui, il faut pouvoir comprendre que vous n'êtes pas capable de mettre le CCEP en place. Le problème de l'université d'État, qui moribond. Un pile problème qui gagne dans la société que nous malheureusement n'arrivons pas les deux. Voilà, M. Pradel, merci. Merci Métropole, que nous avons l'opportunité ça pour parler alors des problèmes d'Haïti. Mais je dis à Nadi, Haïti pas qu'à sortir côté là si on n'arrive pas à se mettre ensemble pour monter ce que n'a parlé dans la fusion de un projet national pour le pays. Qui ça n'a fait avec 27 000 km², 27 500 km². Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, c'était Rosemont Pradel et Edmond Suplis-Bozil de la fusion. Restez sur Métropole. Bien à vous. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.